Donc je vous propose donc d'écouter et d'accueillir le professeur Yves Sanson, qui est ici à la Pitié-Salpêtrière, qui dirige les urgences neurovasculaires et qui va nous parler de la prise en charge de l'AVC aigu chez les personnes âgées, une pathologie fréquente qui nous concerne tous. Et Yves, je te passe la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup Joël de cette invitation. Effectivement, alors je vais commencer par la conclusion. Enfin, les conflits d'intérêts, je ne fabrique pas les médicaments dans mon arrière-cuisine, donc on essaie de travailler un peu avec l'industrie quand même pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Alors on va commencer par la conclusion en fait. L'AVC à partir de 80 ans, les points importants c'est que time is brain, plus encore qu'avant. Que vraiment la fenêtre thérapeutique c'est jusqu'à 3 heures et pas après. Qu'on sait en fait dès 24 heures maintenant dans un certain nombre de cas prédire un outcome très mauvais et que là le problème des soins palliatifs est un problème vraiment majeur. Que sinon la création de filières dédiées est extrêmement utile, à la fois avec d'abord l'USINV, puis l'UNV, puis de la gériatrie aiguë et des SSR. Et en termes de prévention, plus le sujet est âgé, plus le point important c'est de détecter et traiter les fibrillations auriculaires. Alors la prévalence des AVC, elle augmente avec l'âge et vous voyez qu'au-dessus de 80 ans, c'est 14%, donc il y a un patient sur 7 de plus de 80 ans qui a eu un AVC dans sa vie déjà. Et on soigne, nous, à la Salpêtrière, dans l'USI, de plus en plus d'AVC. On a un registre depuis 2006. Et vous voyez qu'entre 2006 et 2008, il y avait 14% de patients qui avaient plus de 80 ans. En 2012-2013, on est à 25% des patients qui ont plus de 80 ans. Donc on en prend quand même pas mal. Alors ces patients, si on les regarde en fonction des tranches d'âge, on voit qu'au-dessus de 70 ans, c'est 40% des patients de l'USINV. Les 70-79 ans, qui sont donc des jeunes pour vous, c'est 19%. 18% entre 80 et 89, et quand même 3% au-dessus de 90, en sachant que ça augmente beaucoup, parce que de ces 3%, 80% ont été hospitalisés en fait depuis 2010. Donc tous les ans, on prend un peu plus de nonagénaires. Les hommes meurent plus vite que les femmes. Donc plus ces groupes sont âgés, plus il y a un pourcentage élevé de femmes qui font des AVC, parce que la mortalité est une bonne manière de prévenir l'AVC. Il y a finalement assez peu d'hématomes et beaucoup d'infarctus. Il y a entre 13 et 9%. Et par contre, 75% d'infarctus, c'est tous les patients qui arrivent. Donc le diagnostic est bien fait. Plus les patients sont âgés, plus en fait ils sont graves, plus le NIH est grave. Et en gros, on en thrombolise, même chez les gens très âgés, 35% des patients qui ont un infarctus, au-dessus de 90 ans. Et par contre, vous voyez que probablement il y a quand même des problèmes de dose, etc., parce qu'on a une augmentation du taux d'hémorragie symptomatique qui est très importante quand même à partir de 80 et 90 ans, ça pose un vrai problème. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent ? La première semaine, en gros, plus les gens sont âgés, plus ils ont un risque d'aggravation neurologique au cours de la première semaine. Ça va jusqu'à 24% au-dessus de 90 ans. Plus ils sont âgés, plus ils meurent. Il y en a 1 sur 5 qui meurt au-dessus de 90 ans dans le service. Mais il y en a quand même à 90 ans, un tiers qui rentre à domicile directement. Et finalement, il y en a plus que 1 sur 4 qui est autonome à la sortie de l'hôpital aigu, même pas sans passer par les SSR, quoi. Alors, la thrombolie, jusqu'à quel âge ? On va regarder ça rapidement. Alors, maintenant, on a des données d'une étude qui s'appelle IST3, dans laquelle il y a presque 2000 patients au-dessus de 80 ans. Et dans le service, nous, au cours des 3 dernières années, donc il y avait 36% des patients qui étaient thrombolisés, qui étaient octogénaires. Et là-dedans, il y avait plus de la moitié qui avaient une ACFA connue, mal traitée, enfin donc pas suffisamment anticoagulée, sinon on ne les thrombolise pas, ou un antécédent d'ACFA connu. Alors le résultat de cet essai, c'est qu'il est positif, c'est-à-dire que la thrombolyse dans un essai randomisé, ça augmente de 4% le pourcentage de patients qui sont autonomes à 3 mois après l'AVC. Et ça, c'est des analyses en sous-groupe, et le point important, c'est que ici, c'est les patients thrombolisés dans les 3 heures. Donc vous voyez, il y a un franc bénéfice dans les 3 heures. Et entre 3 et 6 heures,
il n'y a pas de bénéfice. Donc, alors que chez les gens plus jeunes, il y a un bénéfice jusqu'à 4h30, 5h. Donc la fenêtre thérapeutique, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, qui sont d'ailleurs peut-être liées à l'hyperglycémie plus fréquente, est plus courte chez les gens âgés au-dessus de 80 ans que chez les autres. Alors, l'autre chose, c'est qu'on peut se poser la question de la futilité. Alors ça, c'est des données du service, où quand on prend les patients thrombolysés, en fait, de plus de 80 ans, et qu'on stratifie en fonction de la gravité à l'admission avant la thrombolyse. Si on prend tous les patients, on a un certain nombre de taux d'hémorragie symptomatique, de mortalité qui est de genre 30%, 30% de gens très handicapés, et puis ça c'est les gens qui ne remarchent pas, les gens qui ne sont pas autonomes et les gens qui ne sont pas parfaitement guéris. Et on voit que au-dessus d'une certaine gravité, chez les gens de plus de 80 ans, c'est pas pareil plus jeunes, le traitement qu'on fait il est probablement futile, parce qu'il y a 100% des gens qui ne sont pas autonomes à 3 mois. Et il y a une augmentation massive de la mortalité et une augmentation massive du taux d'hémorragie cérébrale. Alors ça, en chiffres, ça donne quand le NIH est en dessous de 16, qui est quand même des AVC assez graves, il y a 30% des gens qui restent autonomes au-dessus de 80 ans, donc ça vaut la peine, et 13% de décès. Mais vous voyez que dans les patients les plus graves qu'on thrombolyse âgés, d'une part, il y a plus de la moitié qui meurt, mais pire encore, il y a 41% qui restent en ranking 4-5 à 3 mois, c'est-à-dire c'est les gens qui ne marchent pas. Donc quelqu'un de plus de 80 ans qui ne marche pas après, à son AVC 3 mois après, il ne marchera plus jamais de sa vie. Donc là, c'est quand même pas des gens à qui on rend service probablement en les faisant survivre artificiellement en soins intensifs. Alors, le devenir à 24 heures, c'est une question importante chez les gens âgés. Et est-ce qu'il faut vraiment garder les gens en USI ou est-ce qu'on peut les mettre dans des structures plus légères assez vite ? Où commence l'acharnement thérapeutique ? Et en gros, est-ce qu'on peut arriver à prédire avec des scores très simples comme le NIH et l'âge, indépendamment de toute comorbidité associée, l'outcome à 3 mois plus tard ? Autrement dit, ce qui veut dire, est-ce que l'AVC, quand il survient et qu'il est grave, n'écrase pas toutes les autres comorbidités compte tenu de sa gravité ? Et donc ça, c'est les données du service. C'est un espèce de petit jeu là où vous voyez 0, c'est un examen neurologique sensiblement normal. À partir de 20 chez le jeune, on commence à se poser la question de l'hémicraniectomie et à 42, ils sont morts. Et là, c'est l'âge, 20, 40, 50, et bon. Alors, tous les verts vont bien. Tous les jaunes remarchent à 3 mois, mais ne sont pas autonomes, ont besoin d'une tierce personne tout le temps. Et tous les noirs et rouges sont soit morts, soit handicapés, grabataires, quoi. Et alors évidemment, c'est pas un essai, donc c'est une cohorte de patients. Ça correspond au traitement qu'on leur donne nous. C'est peut-être si le traitement changerait, ça changerait. N'empêche que pour le moment, on peut jouer au petit carré avec ça. Et quand on joue au petit carré, on voit que là, même jusqu'à quasiment 100 ans, si les patients à 24 heures ont bien récupéré, soit qu'ils n'étaient pas très graves, soit que la thrombolyse a bien marché, et bien, ils récupèrent une autonomie considérable. Et par contre, on voit que il y a des zones dans lesquelles il n'y a personne qui a récupéré l'autonomie à 3 mois. Et là, quand on regarde au contraire les morts et tout, on voit que dans les zones bonnes, il y en a très peu. Il y a une zone intermédiaire évidemment, mais il y a des zones où pratiquement tout le monde est soit mort, soit avec un handicap grave. Alors ça, c'est à 24 heures la prédiction. Et on voit aussi que la valeur du NIH n'est pas du tout la même au-dessus de 90 ans, entre 80 et 90 ans limite, et entre 90 et 70 ans, parce que ça double en gros de 10 à 20. Donc à 90 ans, un AVC 2 fois moins grave à 24 heures, il est aussi grave qu'à 70 ans à 24 heures. Alors donc la fenêtre thérapeutique, la thrombolyse, c'est au-dessus de 80 ans. Il faut le faire le plus vite possible. Peut-être que c'est futile ou qu'on surdose les doses quand ils sont trop âgés. Et le NIH et l'âge à 24 heures ont une très très bonne valeur pronostique en fait. Alors qu'est-ce qui deviennent après ? Si on regarde dans notre unité à nous, neurovasculaire, donc ce qui est en aval de l'USI, le service aigu, sur l'année dernière, là, depuis 1 an, on a vu quand même 188 patients de plus de 80 ans. Donc 55% venaient de l'USI-NV, les autres venaient directement du PORT ou d'ailleurs dans l'hôpital. Et il y en avait quand même un quart de ceux-là qui étaient nonagénaires. Il y en a presque la moitié qui sont retournés à domicile.
Il y en a 22% qui ont été en SSR, essentiellement à Bottard, ici, à Marguerite Bottard, chez Sophie Dupont et à Broca. Et puis, on a ouvert avec Joël depuis 1 an une filière où ils vont en gériatrie aiguë à Charlefoix, puis en chronique. Et vous voyez qu'il a pris quand même 10% des patients. Et ceux qui sont sortis des soins intensifs et qui sont en salle, il n'y a finalement pas tellement de décès. Alors, le deuxième, et c'est le dernier point de mon exposé, là, c'est la FA non et mal anticoagulée. En fait, c'est la cause majeure des AVC graves après 65 ans. Ce n'est pas les AVC cardiaques, 20% des AVC, la FA, la moitié. Non, oubliez ça. Ça, c'est les patients qu'on a thrombolisés. Vous voyez, entre 65 et 74 ans, plus de 44% avaient une FA qui était déjà connue ou qui a été détectée aux soins intensifs. Je ne parle pas de celle qu'on trouve avec les holters ensuite. Et en plus, qui n'étaient pas anticoagulés correctement, sinon on ne les aurait pas thrombolisés. À partir de 75 ans, vous voyez, c'est 55 à 57%. Alors, bien entendu, l'Académie de médecine et l'AHS n'arrêtent pas de dire que les NACO, c'est pas bien. Mais enfin, après un AVC, les NACO, c'est mieux que la warfarine sur tous les critères. Tous les hémorragies cérébrales, ça diminue par 2 ou 3, les AVC graves, les major bleeding et la mortalité. Et j'attire votre attention sur cette colonne qui vient d'une étude qui s'appelle Averroès. Ça, c'est les sous-groupes post-AVC et AIT. Donc, ce n'est pas toutes les grandes études, c'est dans ces grandes études les sous-groupes des gens qui avaient un antécédent d'AVC ou d'AIT. Et dans Averroès, donc c'était des patients que, pour une raison ou pour une autre, soit le médecin, soit le patient ne voulait pas prendre d'antivitamine K parce qu'on considérait qu'il était trop débile, trop vieux, trop dément, trop ce qu'on voulait, etc. Et vous regardez, et c'était comparé à l'apixaban. Vous voyez le groupe aspirine, 8% d'AVC contre 2,3 contre les NACO, 8% de morts contre 3,7. Donc l'aspirine, ça ne marche pas du tout en prévention secondaire de l'AFA, même chez les gens qu'on n'ose pas mettre aux anticoagulants. Alors, chez les gens âgés, vous dites, oui, mais quand même, les NAO, les gens âgés, on n'a pas tellement d'expérience, il y a l'insuffisance rénale, il y a tout ce qu'on veut. Il vient de sortir au moins 2 études, ça c'est une méta-analyse, les plus de 75 ans. Bon, il y a quand même 20 000 patients, et n'oubliez pas que le niveau de preuve pour les AVK, tout confondu, tout âge confondu et tout, la grande méta-analyse, c'est 3500 patients. Donc, c'est autre chose. Vous voyez, ça diminue significativement le taux de tout AVC et d'embolie par rapport à la warfarine. Et il n'y a pas plus, même un peu moins d'hémorragie grave. Alors, mais maintenant, il y a une étude plus précise, là, ça c'est la méta-analyse de toutes, mais dans Aristote, ils ont détaillé plus les résultats. Et quand on regarde cette méta-analyse par sous-groupe, vous voyez, en fonction de l'âge, là, 65-75 ans, ça diminue, il y a 3 fois moins d'hémorragie intracérébrale. Il y a moins, même chez les gens âgés, il y a moins de AVC. Tout est en faveur ou équivalent à la warfarine, mais c'est les plus jeunes, y compris dans les groupes âgés. Alors, maintenant, l'insuffisance rénale. Vous savez qu'on est terrorisé par l'insuffisance rénale avec les NACO parce que c'est en partie d'élimination rénale. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avant, on s'intéressait assez peu à l'insuffisance rénale comme facteur de risque global. Et quand on regarde, ça c'est aussi un papier récent, dans Aristote, en gros, il y avait des patients là-dedans qui avaient une clearance en dessous de 30. Et il n'y a pas d'hétérogénéité sur l'efficacité, en diminution de risque relatif des NACO par rapport à la warfarine. Deuxièmement, comme le risque, plus il y a une insuffisance rénale importante, plus le risque absolu est grand. Donc le résultat, c'est qu'en fait, paradoxalement, plus les gens ont une insuffisance rénale, plus ils tirent bénéfice des NACO. Et qu'on arrive quand même à quelque chose qui ne va pas faire plaisir à l'Académie de médecine, ni à l'AHS, mais que plus de 75 ans et un Cockcroft à moins de 30 ml par minute, l'apixaban évite un AVC et un saignement majeur par an pour 8 patients traités. Donc c'est vraiment des médicaments efficaces et en fait c'est là-dessus que je voudrais terminer. Merci. Avez-vous des questions sur la prise en charge de l'AVC aigu?
Moi, je vais vous poser une question. Je voulais savoir, dans votre service, vous avez quand même un certain nombre de personnes âgées aujourd'hui, et est-ce que vous mettez donc exactement en fonction de Cockcroft, etc., du petit poids ou pas de la personne âgée, de la dame âgée, systématiquement des NACO ou pas? On donne des NACO à toutes les FA non valvulaires. Ce qu'il y a, c'est qu'on adapte les doses selon les recommandations, c'est-à-dire l'héliquis, on le met à 2,5 x 2 facilement, le dabigatran 110 x 2. Vraiment, on n'utilise plus d'AVK. Oui. Ce qu'on disait avec Carmelo, Okay. un petit peu. Moi, j'ai une autre question. Donc, on voit très souvent des patients âgés qui font un AVC et qui ont une ACFA. Comme vous l'avez bien montré, et on est toujours confronté à la même question dans la prise en charge immédiate, dans l'aigu. Est-ce que faut-il les anticoaguler tout de suite avec une héparine, une HBPM, ou est-ce que c'est pas si urgent, on fait de l'aspirine d'abord, un anticoagule après? On a des réponses à ça? Non, on n'a pas de réponse. La réponse claire, c'est pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est les mettre à l'aspirine pendant une durée suffisante plus l'accident est mineur, plus on peut commencer vite le NACO. Sinon, c'est aspirine si c'est des accidents graves, au moins 3 semaines, et après NACO. Pas de bridging, parce que tout ce qui est HBPM, puis bridging, etc., c'est horriblement dangereux avec les AVK, et c'est idiot avec les NACO, vu que les NACO, c'est des antidisapéros. Donc c'est complètement stupide. Alors une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore de réponse, c'est que nous, on avait déposé 2 années de suite une demande de PHRC en disant aspirine versus NACO à la phase aiguë. Et les reviewers du PHRC, ils ont dit qu'ils sont complètement fous d'envisager de prendre des anticoagulants à la phase aiguë. C'est rassurant sur la qualité des reviewers du PHRC. D'accord. Bon, merci beaucoup. On va libérer et remercier encore le professeur Yves Sanson. Voilà. Et on le libère très volontiers parce que ses patients de consultation l'attendent. Et encore merci.